bien travaillé dans tous les sens. Donc je laisse la parole à Pierre. Alors, moi, je ne vais pas parler du tout de biodiversité. Je vais parler de climat, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais effectivement, je pense que vous verrez à la fin, compte tenu des analyses qu'on a de ce projet éco, puisque c'est de lui dont on parle, à notre avis, il faudrait que sur le long terme, des groupes comme Safran intègrent dans leur stratégie prospective la prise en compte de ces problèmes-là. Ça me paraît extrêmement important. Alors, je vais vous parler, oui, d'abord pour ceux qui, là, j'ai plein de têtes que je ne connais absolument pas, donc j'ai travaillé pendant 30 ans ici, et j'ai terminé ma carrière ici en étant auditeur technique pour tout ce qui était aérodynamique, combustion, acoustique, thermique, etc. C'est-à-dire un certain nombre de disciplines qui sont assez utiles pour aller creuser un peu sur la décarbonation des transports aériens. Donc le titre de la conférence est « Qu'est-ce qui est réellement faisable pour décarboner le transport aérien ?» Et on va beaucoup parler de biomasse, de taux de décarbonation. Bon, il y a des choses sur la sécurité, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Alors le sommaire. Tout ça, ça s'appuie sur l'analyse qu'on a fait du projet ECO. Le projet ECO, c'est un projet qui est sur le territoire béarnais, avant d'arriver à Mourenx. C'est un projet à 2 milliards d'euros, je vais vous le présenter rapidement, pour les cibles de production. Vous verrez l'importance de ce projet en termes financiers, énergétiques, etc. Bon, je vais risque de me tromper de bouton souvent. Je vais vous donner quelques éléments du contexte climatique, mais je vais me restreindre uniquement à ceux qui sont d'intérêt pour comprendre nos analyses et les raisonnements qu'on va vous présenter dans la suite. Là, c'est une présentation à des techniciens, je ne vous épargne rien, il y a des tableaux de chiffres, des choses comme ça. On y va. Donc ensuite, on va parler beaucoup de l'impact du projet ECO pour la partie Biotijet sur la biomasse forestière française. Je vais faire une analyse du règlement européen, enfin de la directive européenne RED, qui est la directive qui dit comment calculer les émissions de gaz à effet de serre quand on utilise de la biomasse pour faire de l'énergie. Et en particulier, je vais m'intéresser à la partie bois. Et puis après, en fonction de tout ça, des éléments que je vous donnerai, je vous présenterai les taux de décarbonation des 2 unités du projet ECO. Il y a 2 unités de production, je vais y venir après. Bon, je veux dire à combien ça décarbone selon nos analyses. Pas forcément selon le règlement RED. Et puis après, je vous parlerai des ISAF, c'est-à-dire dans lesquels le carbone qu'on utilise ne vient pas de biomasse, mais vient directement de captation de CO2. Et on ira aux conclusions. Alors, très rapidement, je fais partie de l'association nationale Les Shifters. Alors, les Shifters sont une association de bénévoles qui est adossée au think tank, le Shift Project. Le Shift Project, fondé par Jean-Marc Jancovici. C'est une association, loi de 1901, à but non lucratif, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour faire des études, etc., mais pas pour gagner de l'argent. Donc ils travaillent à la décarbonation de la société et comment atteindre l'accord de Paris. Ils ont donc des moyens pour ça et ils se donnent 2 contraintes, arriver à décarboner conformément à l'accord de Paris, tout en préservant les emplois en France. C'est les 2 contraintes qui se donnent. C'est déjà bien assez compliqué comme ça, avec ces 2 contraintes-là. Donc, en gros, le shift ne parle pas d'argent, du coup, nous non plus. Alors, les shifters, c'est la partie bénévole de ce mouvement. On est là pour, au niveau chacun de nos territoires, faire du lobbying en faveur de la décarbonation, faire des analyses. Et donc, on s'appuie sur les analyses du shift. On est censé faire des actions cohérentes avec ce que dit le shift. Et les actions peuvent prendre toutes les formes qu'on veut sur le territoire. Donc le groupe local des shifters, il a en gros 2 activités. Une qui s'intéresse à la partie décarbonation stricto sensu, c'est-à-dire apporter l'éclairage scientifique et technique sur les projets qu'il y a sur le territoire. Et puis il y a une partie qui consiste à faire des conférences pour sensibiliser le public, les collégiens, les lycéens, les élus locaux, au problème de la décarbonation, sous l'angle plus personnel qui touche les gens, c'est-à-dire d'où viennent nos émissions, comment on peut faire pour les réduire, et puis la partie résilience des territoires aussi. Ce sont des conférences clés en main fournies par le Shift qu'on décline en fonction du territoire. Bon, je passe, voilà. Alors, le contexte aéronautique, avant d'aller au contexte climatique, vous avez ici les courbes de prévision de l'IATA jusqu'en 2043. Donc vous voyez la courbe bleue, donc vous avez,
suivront. Voilà, vous avez les années, vous avez les milliards de passagers par an. Et donc vous avez une courbe minimale, une courbe maximale et une courbe bleue qui est la courbe de base de croissance telle qu'elle est anticipée par l'IATA. Donc si on extrapole jusqu'en 2050, on voit que par rapport à la référence 2019 quand ils ont fait ces prévisions, ça correspond à une multiplication par 2,5 du trafic aérien. Voilà. Et vous avez des courbes, les courbes maxi. Donc aujourd'hui, la prévision avec tout ça, compte tenu de ça, ça reviendrait à passer d'environ 23 000 avions qui sont aujourd'hui en service pour le transport aérien de masse. Les hélicos, les avions militaires, c'est pas compris dans le paquet, ça ne concerne que le transport aérien de masse. Et on arriverait à 41 000 avions en 2042, et compte tenu des vitesses de remplacement et compte tenu des problèmes de remplacement et de croissance, ça ferait 46 000 avions à vendre d'ici 2042. Donc c'est des perspectives absolument grandioses, voilà, à condition que ça ne pose pas de problème au niveau de la décarbonation. Alors le contexte aéronautique, bon, les développements actuels sur l'hydrogène, les batteries, bon, il ne faut pas rêver, ce sera inapplicable pour le transport de masse avant 2050. Les carburants liquides, décarboner les carburants liquides, c'est la seule voie technologique, en plus du progrès technique sur la consommation des moteurs, la gestion des avions, c'est la seule voie possible de décarbonation pour les décennies à venir. Alors pour rappel, la conso 2023 de kérosène en France, c'est 5,6 millions de tonnes. Ça, 2023, c'est l'année où le projet ECO est sorti des radars. La projection 2050, d'après l'Académie des technologies, c'est 10 millions de tonnes. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2023, ça a peut-être un peu changé, mais ça donne l'ordre de grandeur. On est là pour voir les grandes masses. Et vous avez un règlement européen, une directive, qui s'appelle ReFuelEU, qui demande de substituer 70% des carburants du kérosène fossile en 2050 par 35% de e-biokérosène et 35% de e-kérosène. Donc le e-bio, le carbone, vient de biomasse, en l'occurrence du bois ici, et le e-kérosène, le carbone, il vient de captage de CO2. Et donc vous avez une courbe qui donne la courbe de croissance progressive qu'on doit avoir. Donc dès cette année, il faudrait 2% de... Alors là, voilà, il faudrait déjà 2% cette année de carburant, de e-biokérosène. Autant vous dire que déjà on n'y est pas là sur ça. Alors, le projet ECO, ben, c'est un projet qui est installé qui est prévu d'être installé à Mourenx. Il est porté par un industriel qui s'appelle Élise Énergie. Alors Élise Énergie, en 2023, c'était une start-up. Hein. Il y avait 20 personnes qui travaillaient sur le projet ECO. Ils font des levées de fonds successives, ils sont dans la phase d'étude détaillée du projet. Ils ont déjà embauché, ils sont 80 maintenant, etc. Voilà. Alors, c'est quoi ECO? Eh ben, c'est un électrolyseur. Alors c'est le projet ECO en 2023. Parce que vous verrez qu'il y a des changements depuis. Donc c'était 3 sites, 2 unités de production et 3 sites. Un électrolyseur de 520 MW, plus d'une demi-tranche nucléaire du palier 900 MW. C'est pas totalement rien. BeautyJet, c'est l'usine de production de e-biokérosène. Il prévoyait de faire 75 000 tonnes de kérosène, ce qui représentait 1,3% de la consommation nationale. Donc carbone venant de la biomasse bois. Et il y avait EMLAC avec 200 kilotonnes par an de e-méthanol, qui est la matière première de propulsion du bateau. Donc qui permettra de décarboner le transport maritime. Voilà. Et EMLAC, c'est du e-méthanol, c'est-à-dire que l'aprocarbone était censé se faire en captant du CO2 sorti d'installations industrielles, alors, dont une partie c'est BeautyJet lui-même, il y a une synergie entre les 2 unités de production, et le reste, probablement, il prévoyait de capter du CO2 à la sortie des cheminées de la SOBJ qui produit de la vapeur pour toute la zone de Mourenx-Lac. Bon, ça c'est pas fait, voilà. Donc vous verrez l'évolution du projet, et pour un coût total de 2 milliards d'euros. Donc c'est quand même un gigantesque projet. Comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Alors voilà quelques présentations schématiques, parce que je ne sais pas si vous êtes au fait de ce que sont ces projets. Donc vous avez ici l'électrolyseur qui envoie son hydrogène à BeautyJet et à EMLAC. Vous avez... Donc l'électrolyseur envoie son hydrogène.
Biotijet est alimenté par de la biomasse bois et Ailac est alimenté à la fois par Biotijet et par de la captation dans des usines environnantes. Alors, Biotijet, c'est quoi? Le bois qui arrive est torréfié, c'est un peu comme le café, et ça permet de le réduire en poudre. Donc, cela est injecté dans un réacteur, dans une phase de gazéification. Donc, c'est un réacteur dans lequel on va brûler une partie de ce bois, on va brûler ce bois de façon à produire un mélange d'hydrogène et de monoxyde d'azote. Donc en fait ça fait aussi du CO2, donc il y a une phase de séparation, de purification pour qu'il ne reste que de l'hydrogène et du CO à la sortie de la phase de gazéification. Mais dans le bois, il n'y a pas beaucoup d'hydrogène, il y en a un peu. Donc après il va en manquer, il va falloir en rajouter. Donc une fois que c'est purifié, on rentre dans un réacteur de type Fischer-Tropsch, c'est ce qu'utilisaient les nazis pendant la guerre pour faire du carburant pour leurs avions et leurs tanks. C'est un procédé qui a plus d'un siècle. Donc on amène ce mélange de H2 et de CO et on rajoute de l'hydrogène de façon à avoir assez d'hydrogène pour produire des chaînes carbonées. Donc là-dedans, dans Fischer-Tropsch, on met un catalyseur, on va avoir un certain nombre de réactions qui se produisent et on fabrique des chaînes carbonées, mais ce n'est pas forcément les bonnes. Il y a une partie, c'est directement du kérosène, mais c'est qu'une petite partie. Donc à la fin, on va raffiner ces chaînes carbonées, c'est-à-dire que vous avez une mini-raffinerie sur place, adossée au réacteur Fischer-Tropsch, qui va produire et du kérosène, et on ne fait pas que du kérosène, on fait aussi du naphtha, qui est un coproduit qui lui-même est utilisable, c'est une base pour les matières plastiques. Donc le naphtha permettrait de substituer du pétrole pour fabriquer des plastiques, mais qui ont la qualité des plastiques fossiles d'aujourd'hui, qui seraient identiques. Bon, le EMLAC, donc le e-méthanol, c'est un petit peu différent. On a un mélange de CO2 qu'on va utiliser tel quel et de H2. On va comprimer tout ça, on va mettre ça dans un réacteur qui va nous produire du méthanol plus un certain nombre de choses, en particulier ça produit beaucoup d'eau. Et on va sécher tout ça et on va récupérer le méthanol à la sortie. Et donc le méthanol pourra être brûlé pourra être utilisé sous différentes formes, mais par exemple on peut l'utiliser pour brûler dans des chaudières de bateaux pour propulser des bateaux. Voilà. Alors, juste au passage, juste un commentaire, je ne vais pas en parler là, je ne vais pas parler des problèmes potentiels de l'eau, mais vous voyez que le fait qu'on produise beaucoup d'eau, ça veut dire qu'on a besoin d'eau par ailleurs parce qu'il faut de la vapeur, etc. Il y a une alimentation en eau qui est nécessaire dans ces deux usines, mais la partie EMLAC va rejeter pas mal d'eau qu'on va remettre dans le gaz à terme. Ce qui fait que le prélèvement réel, si on parle en mètres cubes par an, il paraît très important, c'est 4 millions de mètres cubes par an. Mais ramener en débit à la seconde par rapport au débit d'étiage, même prévisible en 2050, on est de l'ordre de 1 à 2% du débit du gaz. Ce n'est pas forcément un problème. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'Eco 2025. Il y a quand même eu de grosses évolutions à ce projet, puisque la cible de kérosène a augmenté. Elle est passée à 87 000 tonnes au lieu de 75 000 tonnes. Le e-méthanol a beaucoup régressé parce que, en fait, je pense que le propriétaire de la SOBJ, qui est Total, a dit niet. Voilà. Donc, ils ont rabattu, on est passé de 200 000 à 80 000 tonnes. Le naphtha, lui, n'a pas bougé, et la quantité d'hydrogène, par rapport à 2023, a diminué. Ce qui fait que l'électrolyseur, vu d'aujourd'hui, ne fait plus, entre guillemets, qu'une puissance de 420 MW. Enfin, on est toujours aux alentours de la moitié d'une tranche nucléaire. Et on a ce que revendique l'industriel en termes d'émissions évitées. Et donc, il revendique d'éviter 430 000 tonnes par an de CO2, grâce à ces procédés, dont 309 000 pour Biotijet et 120 000 pour EMLAC. Je rappelle, le carbone entrant, c'est 150 000 tonnes par an, issues de matières ligneuses. Alors, il y a une règle de 3 qui est très simple, mais qui est très représentative de la réalité. Les arbres verts
si on y va avec des arbres qu'on abat, qui est un scénario parmi d'autres pour l'approvisionnement en carbone, si des arbres verts, il y a grosso modo 50% d'humidité, et sur la matière sèche, donc les 50% restants de matière sèche, le carbone c'est la moitié. Donc en gros, le carbone c'est le quart de la masse de bois vert qu'on abat. Donc ça veut dire 600 000 tonnes si on approvisionne le carbone par abattage de bois spécifiquement pour l'application. Bon, donc vous avez vu, c'est des grosses évolutions par rapport à 2023. Une partie de ces évolutions sont peut-être probablement subies par Élysée Énergie parce qu'il n'y a pas de CO2 immédiatement disponible. Je pense que c'est aussi la volonté d'accroître à tout prix le kérosène. Donc il y a davantage d'hydrogène qui va aller dans Biotijet qu'avant, mais ça a un coût énergétique cette affaire. Alors, le changement climatique, les éléments principaux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le stock de gaz à effet de serre accumulé dans l'atmosphère qui cause le réchauffement. C'est le stock. Bon, ce stock, il n'arrête pas d'augmenter. Alors, l'accord de Paris, c'est de limiter à 1,5 degré le réchauffement global en 2100. Et comment? Ben, on divise par 4 les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il va en rester en 2050, mais on va compenser ce qui manque. C'est-à-dire qu'il va falloir séquestrer du carbone en plus. Il va falloir séquestrer du carbone pour compenser le cas restant. Et c'est la base de la stratégie nationale bas carbone, acronyme SNBC, je vais l'utiliser souvent. Voilà. Et avec ça, c'est comme ça que l'État français compte arriver à la neutralité carbone en 2050. Voilà. Pourquoi c'est une urgence de respecter l'accord de Paris? Ben déjà, le gouvernement il annonce vouloir préparer la France à plus 4 degrés en 2100, ce qui correspondrait à un réchauffement au niveau mondial de 3,1 degrés. Et malheureusement, pour l'instant, on est sur cette trajectoire-là. Donc, on ne voit pas le début du commencement d'une action qui fait que ça va baisser. Bon, en plus, on voit les régimes politiques qui ont tendance à s'installer ailleurs, chez les gros émetteurs. Bon, c'est compliqué. Donc cette trajectoire TRAC, qui est attribuable à l'activité humaine d'après Météo France, c'est un acronyme que je vais utiliser aussi. Bon, il faut savoir que le risque de dépasser le 1,5 degré, où on est déjà presque arrivé, c'est qu'il y a des effets non linéaires. C'est-à-dire qu'un degré supplémentaire, ça va faire davantage d'effets que de gagner le premier degré. Bon. Et il y a des risques d'atteinte de point de bascule. Alors c'est des risques, il n'y a pas forcément de certitude, mais on peut craindre des relargages massifs de méthane par des gels du pergélisol en Sibérie, etc. Ça peut faire d'énormes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Voilà. Et d'autre part, l'inertie du système climatique, elle est faible sur les continents. C'est une évolution de la vision du GIEC par rapport à il y a 10-15 ans. Donc, en gros, l'effet maximal du réchauffement, lié au stock présent, il est atteint très rapidement sur les continents. Ça va très vite. Donc ça veut dire qu'il faut décarboner le plus vite possible, parce que même si en 2100 on arrive au 1,5 degré, on peut avoir des dépassements temporaires très importants et de déclencher des boucles de rétroaction fortement pénalisantes entre les deux. Voilà. Donc il faut décarboner le plus vite possible. Donc c'est la notion de budget carbone. Si le budget est consommé, on dépasse temporairement la cible. Alors nous, on n'a pas les moyens de prendre en compte, enfin c'est plus compliqué de prendre en compte la notion de budget carbone, donc j'en parlerai pas, mais il y en a qui commencent à le prendre. Bon, un petit peu de vocabulaire. Comment on fait pour éliminer le CO2 dans l'atmosphère? C'est-à-dire, ce que j'ai dit, c'est la stratégie nationale bas carbone. Il faut compenser les émissions résiduelles par des émissions négatives. C'est le jargon du GIEC. Il y a deux grandes catégories possibles. La biologie, ça résulte d'un bilan captation-émission. Alors la captation, c'est la croissance forestière, les prairies, le stockage du bois coupé, etc. Les émissions, ben, c'est les zones artificialisées, c'est les terres cultivées qui émettent du CO2, enfin, des gaz à effet de serre qui ne sont pas forcément du CO2, c'est l'augmentation de la récolte forestière, etc. Et tout ça se retrouve dans un bilan de l'utilisation des terres et changement d'affectation des terres et de la forêt, l'acronyme UTCRTF, que j'utiliserai aussi dans ce qui suit. Et puis il y a la captation technologique. Alors, la captation technologique, elle n'est pas mature pour l'instant, ne serait-ce que par la quantité de matériaux qu'il faudrait mobiliser, ou de produits chimiques, etc. Donc c'est une contribution très incertaine. Alors il y en a trois types. Il y a la BECCS. Alors CCS, c'est Carbon Capture Storage. Donc c'est l'acronyme anglais de base. Dans la BECCS, c'est on prend de la biomasse, on produit de l'énergie et on capte le CO2 à la sortie d'installation. Ça s'appelle la BECCS. La CCS,
on capte le CO2 sorti d'installations industrielles mais qui utilisent du fossile, des énergies fossiles. Alors ça, comme le CO2 est quand même concentré, typiquement c'est de l'ordre de 10% en volume, c'est un coût énergétique possiblement gérable dans le futur. Enfin, les quantités, on verra que la contribution va rester forcément limitée. Et surtout, elle a l'inconvénient de faire miroiter que ça va s'arranger tout seul grâce à la technologie. Et donc ça tend à restreindre les efforts qu'on fait maintenant pour consommer moins de fossiles. Et puis vous avez la captation directe dans l'atmosphère, mais là comme la concentration est beaucoup plus faible, le coût énergétique est nettement supérieur. Donc la seule voie raisonnable aujourd'hui, c'est de préserver et développer la capacité de compensation biologique. Je vous amène à la base de notre raisonnement progressivement. On n'a pas d'autre alternative. Enfin, l'alternative qu'on sait pouvoir éventuellement mobiliser, c'est la compensation biologique. Voilà. C'est-à-dire le bilan UTCATF. Et rappel de la SNBC, donc c'était 80 millions de tonnes de CO2 équivalent restant émis à l'horizon 2050. Donc ça veut dire qu'il faut séquestrer 80 millions de tonnes. Et c'était 65 millions de tonnes par le bilan UTCATF, en gros 80%, et 15 millions de tonnes par la CCS, par la DAC, ou la BECCS. Voilà. Je trouve que ça fait déjà, ce 20%, c'est déjà beaucoup. En réalité, c'est pas vraiment faisable. Un commentaire, la situation politique aujourd'hui en France retarde, on attend la SNBC, je crois que c'est la 3, ça fait 2 ans qu'on attend, il n'y a absolument rien qui se fait, les années défilent, le réchauffement s'accentue, il n'y a rien qui se passe. Alors, il nous dit quoi le bilan UTCATF? C'est un organisme qui s'appelle le CITEPA qui est en charge d'établir ce bilan. Alors en 2023, il a établi un bilan qui comparait la capacité de séquestration de 2010 à celle de 2019. Donc ils font des comparaisons sur des années bien précises. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que, alors déjà, la capacité globale, elle est tombée de 41 millions de tonnes à 17. Et je vous ai dit que la cible de la SNBC, c'est d'en séquestrer 65, avec le bilan UTCATF. Donc, on a plus qu'une division par 2 entre ces 2 années. Alors, le fait de comparer 2 années, ça a l'inconvénient d'avoir des variations interannuelles qui peuvent masquer la réalité. Le 6 mois, ça veut dire qu'on capte, si plus, c'est connu. C'est connu, voilà. Donc, par exemple, vous avez... Alors, la forêt, c'est le driver numéro 1, c'est le plus gros contributeur et de loin, donc c'est la forêt, il faut y porter un soin tout particulier. Bon, là, vous avez les émissions des terres agricoles. Alors, on voit quand même qu'il y a des progrès qui se font, hein. Les grands céréaliers, ils essaient de diminuer les intrants, etc., mais elles continuent à émettre. Bon, les prairies, finalement, c'est pas grand-chose. Et vous voyez la fameuse zone sur l'artificialisation des terres, ça coûte 4 millions de tonnes par an, ça fait aujourd'hui, à peu près. Donc ça se maintient de façon constante parce que la croissance des zones artificialisées est quasiment constante pour l'instant. Voilà. Donc on voit que c'est déjà incompatible avec la SNBC et que ce qui cause au maximum cette incompatibilité, c'est ce qui se passe déjà dans la forêt. Alors, c'est l'IGN qui est chargé de suivre la capacité de séquestration de la forêt française. Donc ils ont fait une étude portant sur des valeurs moyennes entre 2 périodes consécutives. C'est ça, c'est plus intéressant parce que ça donne quand même une tendance de fond. Donc 2005-2013, c'est la période de référence. 2014-2022, c'est la nouvelle période. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 3 facteurs qui ont été identifiés sur cette décroissance. C'est la productivité forestière, qui représente 21% de la décroissance. Donc la productivité a baissé dans l'absolu de 4%, voilà, et ça cause 21% de la décroissance totale qui a été observée. La mortalité a fortement augmenté, puisqu'entre les 2 périodes, elle a doublé. Elle a doublé. Donc c'est quelque chose de très important. Ça, c'est 45% de la décroissance de la capacité de séquestration. Et puis, la récolte totale, elle a un peu augmenté, de 6 millions de tonnes, ce qui fait 12% d'augmentation. Et ça contribue à 34%. Donc, pour faire simple, l'activité humaine, les activités liées au bois, si on augmente le prélèvement, on augmente d'un tiers la capacité de... Sur cette période-là, c'est un tiers de la perte de capacité qui a été constatée.
Et le changement climatique lui-même, il est responsable déjà des 2/3 de la dégradation. Donc ça, c'est le point majeur qui est encore largement sous-estimé, c'est que le changement climatique lui-même, il est déjà à l'œuvre. Bon, et puis un élément important, c'est que vous avez ici la variation de la capacité de séquestration de carbone de la partie aérienne. Donc elle a varié de 15 millions de tonnes entre les deux périodes. Voilà. Donc elle a séquestré 15 millions en moins. Et la variation de la capacité totale de séquestration de carbone, y compris ce qu'il y a dans le sol, dans les litières, dans les bois morts, etc., elle a baissé de 24 millions de tonnes. C'est-à-dire que quand on prélève X, quand on prélève 1 dans la partie aérienne, en fait, on dégrade la capacité de séquestration de 1,59. Il y a un effet additionnel à l'abattage. Ça, c'est un effet qui n'est jamais pris en compte nulle part. Alors, comment on a fait pour évaluer le projet éco? Alors bien entendu, l'industriel, lui, il a tout intérêt à présenter son projet isolé, parce que ça ne fait pas grand-chose, ça va bien, et puis N fois pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. C'est le raisonnement global qui est suivi. Donc nous, d'entrée, on s'est placé dans le cadre Refuel EU, c'est-à-dire, en 2050, il faudra produire 35% de 10 millions de tonnes, ça fait 3 500 000 tonnes par an de e-biokérosène. Donc c'est notre base de calcul. À la fin, on regarde des chiffres correspondant à ça. Enfin, on va faire des calculs pour éco tout seul, et après on va multiplier, on va faire les règles de 3 qui vont bien pour se ramener là. Alors après, il y a de nombreux conflits d'usage des produits bois. Dans son rapport de 2023, l'Académie des sciences, le rapport intitulé « Quelle perspective énergétique pour la biomasse ?», l'Académie des sciences dit qu'il faut absolument prioriser les usages. Alors les usages, ils sont cités là sans ordre de priorisation. Il y a des réseaux de chaleur, chauffage, méthaniseur, biochar, construction bois, stockage bois, services rendus par les bois morts, etc. Je ne vais parler de la forêt que sous l'angle de la séquestration carbone. Mais bien entendu, la forêt, elle rend des services écosystémiques. La biodiversité, l'agroforesterie, ça permet de diminuer les intrants dans l'agriculture tout en maintenant les rendements, etc. Mais là, je vais parler que... Je suis shifter, alors on n'est pas bon en biodiversité, mais on n'est pas moins conscient pour autant. Et donc, une nouvelle filière comme éco qui arrive, ça va créer des conflits d'usage. Inévitablement, ça va induire des abattages supplémentaires. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà en place, qui utilisent la forêt, ils ne vont pas arrêter leur activité pour les beaux yeux pour faire du biokérosène et aller faire du tourisme. Ils vont continuer. Donc il va y avoir de toute façon des abattages supplémentaires. Donc notre hypothèse de base, c'est le scénario, alors qui certes est un peu enveloppe. On va considérer dans un premier temps, que l'approvisionnement en bois d'éco, enfin des usines type éco, allait se faire uniquement par abattage de bois vert, que ce soit des forêts ou des taillis. Voilà. C'est la plus représentative, à notre avis, de l'effet global, mais on n'est pas là pour faire du catastrophisme à tout prix. Alors, sur la base de ce raisonnement, si on veut produire 3 500 000 tonnes de e-biokérosène en 2050, il va falloir abattre tous les ans 24 millions de tonnes de bois. Comme la récolte totale actuelle, c'est de l'ordre de 50 millions de tonnes par an, ça se retrouve intégralement dans la perte de capacité de séquestration. Donc, la généralisation ferait une perte totale de capacité de séquestration de 35 millions de tonnes par an. Donc là aussi, on voit tout de suite avec ce raisonnement très simple que le e-biokérosène, c'est un scénario enveloppe. Je vais vous présenter des choses plus différenciées par la suite, mais on voit que c'est mal parti. Ça vous anticipe la teneur de notre résultat. Tu parles de la France? Oui, je parle de la France, oui. 48% En France. Élèves actuellement en France. Voilà, plus 48% par rapport à ce qu'on peut trouver. Je reste au niveau franco-français. Et capacité de génération forestière de on va y venir. Je vais parler de l'empreinte carbone déjà et la capacité aujourd'hui, quand il y a des coupes rases, on est déjà rendu au point où il faut planter 3 années consécutives pour reconstituer le nombre d'arbres qui étaient initialement présents. C'est-à-dire que ça se passe très mal. Alors, et ça, c'est pas les bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques forestières, je vais y venir juste après. On peut faire mieux, il y a une action humaine possible, peut-être. Voilà. Alors, on a fait une modélisation prospective de la capacité totale de séquestration carbone à partir des données de l'IGN, on a extrapolé jusqu'en 2100. Il ne faut pas se priver. Alors,
prospectif, ça ne veut pas dire qu'on prétend faire une prévision de ce qui va se passer, mais c'est vraiment pour avoir une idée de l'ordre zéro de ce qui va probablement se passer. Après, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, j'en sais rien. Alors, hypothèse, on s'est mis sur la trajectoire TRAC, puisque c'est la trajectoire où l'État français demande de se positionner. Donc, on augmente le prélèvement forestier, comme je l'ai dit, c'est-à-dire les plus 35 millions de tonnes, plus 24 millions de tonnes. On a quand même une action possible qui est de généraliser les bonnes pratiques de gestion sylvicole à l'échéance 2100. Alors, si ça vous intéresse, c'est rapide, les bonnes pratiques de gestion sylvicole, ça veut dire avoir un couvert continu, plus de coupes rases, on fait des prélèvements différenciés et on fait de la régénération naturelle. Les expériences récentes ces dernières années après des coupes rases, c'est une catastrophe. Le plan 1 milliard d'arbres, en lui-même, il a généré des coupes rases pour toucher les subventions, et après, ça repousse très mal. Ça repousse beaucoup moins bien qu'avant. Le changement climatique, il est déjà au travail. Hein, voilà. Alors après, on a fait des hypothèses sur l'impact du réchauffement sur la productivité et la mortalité, parce que la trajectoire TRAC va nous amener bien au-delà du réchauffement qui a déjà été constaté. On a fait deux hypothèses, une linéaire et puis une autre non linéaire, donc avec une mortalité et une baisse de productivité de la forme alpha delta t à la puissance bêta. Voilà. C'est vraiment pour essayer de faire quelque chose à peu près construit. Alors, ça, ce diagramme-là, vous avez les années, ça c'est la trajectoire TRAC qui va jusqu'à plus 4 degrés en 2100, et il y a quand même un phénomène à prendre en compte, on avait fait l'erreur au départ, c'est qu'entre les deux périodes de référence là, que je vous ai montrées, il y a eu un réchauffement supérieur à la trajectoire TRAC. Parce qu'il y a eu un événement dans le Pacifique Nord, il y a eu une tache froide qui est apparue, de très grande extension, qui temporairement dans les années, fin des années 2000, enfin, entre 2008 et 2012, ou 2013, cette grande tache présente sur le Pacifique Nord, elle a un peu bloqué le réchauffement. C'est un événement de courte durée qui ne change rien à la tendance de fond, mais qui arrive. C'est ce qui a permis à un certain Claude Allègre de raconter que le réchauffement c'était une connerie, ça n'existait pas, d'ailleurs il était en train de s'arrêter. Alors j'ose pas dire posthume parce que je crois qu'il est toujours vivant, je ne pense pas qu'il soit mort, mais enfin, c'était une énorme... Donc au début on a fait une extrapolation linéaire en supposant qu'on était sur le réchauffement moyen mondial. Bon, en fait il faut tenir compte de ce phénomène-là, donc on a fait attention de prendre en compte ce truc-là. Et voilà, on a d'abord regardé l'effet du réchauffement attribué à prélèvement constant jusqu'en 2100. Et on ne change pas les pratiques sylvicoles parce que les mesures de l'IGN aussi, entre ces deux périodes, elles sont représentatives des pratiques de gestion sylvicole de maintenant. Et on voit que dès 2045, avec du linéaire qui est plutôt gentil, hein, c'est évident que c'est pas comme ça que ça va se passer, ça va être plus grave que ça, dès 2045, la forêt française elle va devenir émettrice nette. Donc dans 2 décennies, plus ou moins 5 ans, allez, dans 2 décennies, la forêt française, elle va... Donc la SNBC, c'est déjà foutu. Il ne faut pas tourner autour du pot, hein, c'est ce qui est en train de se passer. Après, une deuxième simulation que je vous montre, on pourrait jouer longtemps. Alors, voilà, on a fait l'impact du prélèvement de bois du fait de Rifiu-Liu. Donc, on est en 2030, là où le premier projet éco va rentrer en service. Et puis on suppose qu'en 2050, les N projets de type éco sont rentrés en service. Et donc entre les deux, on fait du linéaire. Bon, très bien. Et l'augmentation de prélèvement se fait régulièrement. Et puis les bonnes pratiques de gestion sylvicole, on a écouté un peu, on a cherché ce que disent les experts. On pourrait escompter une amélioration d'un facteur 2 sur la productivité, toutes choses étant égales par ailleurs, sachant que les conditions vont se dégrader. Enfin, on peut faire x2. Donc on a dit, allez, il va nous falloir un siècle pour passer de 0% de forêt bien gérée selon ces pratiques à 100%. Alors le 0 il est un peu pessimiste, le 100% je ne sais pas, on verra bien, mais c'est une hypothèse. Et avec ça, on obtient, donc vous avez les années jusqu'en 2100, vous avez ici la capacité de séquestration en millions de tonnes par an, ça c'est l'objectif global de la SNBC, et ça c'est l'objectif de séquestration par le bilan UTCRTF. Sachant que la forêt, grosso modo, c'est la courbe bleue. Il y a bien une contribution des autres termes, mais elle est petite. Et là, eh ben, on voit que, comme l'amélioration des pratiques sylvicoles arrive très vite, il y a une espèce de petit plateau, puis alors après, ça descend de plus en plus.
Et la forêt française, avec ça, elle émettrait dans les 120-130 millions de tonnes par an de CO2. Donc, c'est-à-dire, la dérive est inexorable. Alors, on a choisi bêta égale 1,5, mais c'est pas totalement idiot, parce que, par exemple, la mortalité, elle passerait de 15 à 93 millions de mètres cubes par an, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mortalité, c'est 0,5% du stock, ça passerait à 3,3% par an du stock. Il faut savoir qu'entre le nord de la France et le sud, on n'a pas du tout les mêmes espèces, c'est 4 degrés. Et TRAC, il va nous amener à plus 4 degrés. Donc je doute qu'on arrive à suivre le besoin de transformation des espèces. En gros, tout ce qui est dans le sud, il va falloir que ça soit dans le nord. Donc bon, je pense que c'est pas totalement idiot, c'est pas une hypothèse maximaliste, le bêta égale 1,5. C'est une étude prospective. Voilà. Donc, déjà, rien qu'avec cette analyse, on voit que les effets cumulés de l'augmentation du prélèvement de bois et du réchauffement, eh ben, c'est incompatible de la SNBC, même en intégrant une hypothèse de bonne gestion sylvicole absolument généralisée. Donc, bon, bien sûr, augmenter le prélèvement contribue à affaiblir les services écosystémiques. Et dégrader la capacité de séquestration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un important relargage de CO2, en plus des émissions du procédé de ces usines. Voilà. Donc, alors, je vais parler du règlement RED maintenant, mais le règlement RED dit un carburant, on peut lui donner des subventions s'il décarbone à plus de 70%. Donc, ça veut dire qu'on ne va jamais atteindre, en réalité, le taux de 70% du taux de décarbonation. Avec RED, on va voir qu'on peut l'atteindre, mais pour nous, c'est fictif. Donc, la généralisation du procédé biotijet de l'ibiokérosène n'est pas compatible du problème climatique. Donc, le biokérosène, rien qu'avec cette analyse, il ne faut pas y aller. Et c'est un raisonnement, on peut critiquer les hypothèses qu'on fait, là, qu'on présente, mais l'ordre de grandeur est tel qu'il n'y a pas de doute, hein, ça le fait pas. Alors, le règlement RED, enfin, c'est une directive, j'ai tendance à appeler le mot... Voilà. Donc, c'est ce règlement, cette directive permet de calculer les émissions évitées par les biocarburants. Alors, c'est une analyse sur le cycle de vie, ça c'est bien, on va de la récolte au procédé, à la distribution, à la combustion. Alors, pourquoi des pertes procédés? Par exemple, on utilise de l'électricité, beaucoup d'électricité pour faire l'hydrogène, et l'électricité, il y a un facteur d'émission qui est associé. L'électricité, ça ne fait pas zéro, on crée des émissions à cause de ça. Bon. Une partie du carbone, il est dans le réacteur syngas, il est perdu à ce moment-là. Alors certes, là, on le récupère sur le e-méthanol, mais pour le e-kérosène, il est perdu. Donc il y a des pertes de CO2 en cours de route. Bon. Et puis il y a la combustion. Quand on brûle du carburant, on l'émet. Bon. En plus, le règlement RED, il ne respecte pas la dynamique temporelle des émissions en compensation du bois. C'est le dogme, parce que c'est véritablement un dogme, biomasse égale zéro émission. C'est aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel élu territorial, ah ouais, les réseaux de chaleur avec des chaufferies bois, c'est super, ça émet rien. Ben non, ça émet, c'est compensé après. Mais... Donc, comme c'est assez facile de comprendre pourquoi ce truc-là est complètement faux. Parce que le raisonnement consiste à dire, le bois, il a stocké du carbone, donc je le coupe, je le brûle, mais je fais que rendre le carbone qu'il a déjà stocké. Ben non. Parce que le stock atmosphérique de l'ADN où vous récoltez ce bois, il a déjà intégré l'effet de la séquestration. Il ne peut pas compter deux fois. C'est une erreur de logique triviale. Donc en fait, la variation de stock, elle a déjà servi à compenser les émissions antérieures. Donc quand le carburant brûle, il émet du CO2. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec l'analyse de la capacité de séquestration de la forêt. C'est pareil. Alors, c'est la repousse de la biomasse qui va compenser ces émissions. Donc ce qui compte, c'est le bouclage post-utilisation qui est important. Et pas l'inverse. Parce que aujourd'hui, les gens vous sortent le bouclage carbone, c'est ce qui se passe avant. Ben non, c'est ce qui se passe après. Alors, si le renouvellement est annuel, donc par exemple, on parlait du miscanthus hier soir, etc. Si ça repousse un an après, c'est vrai que c'est négligeable. La neutralité carbone de la biomasse, dans ces cas-là, on peut l'admettre, c'est tout à fait valide. Le problème, c'est que la biomasse ligneuse, on est en décennies, voire en siècles. Ça dépend de l'âge du bois qu'on a coupé. Donc la neutralité carbone, elle sera effective à cette même échéance. Et comme je vous ai dit qu'on n'a pas le temps d'attendre pour le climat, il y a un problème. Bon, d'autre part, c'est un constat rigoureusement identique, c'est ce raisonnement-là que je vous donne, qu'on a développé dès 2023,
On vient de le retrouver dans le nouveau rapport conjoint de l'Académie des technologies et de l'Académie de l'agriculture, qui s'appelle « Quelle contribution attendre de la biomasse dans la transition énergétique ?» On est précis, annexe G, page 110 et 120, ils tiennent exactement ce raisonnement-là, qui remet bien sûr, à juste titre pour nous, en cause le raisonnement biomasse égale zéro émission. C'est l'Académie des technologies et des sciences qui le disent. Il y a un an, j'étais un peu embêté parce qu'on avait nos analyses, on était un peu tout seul, on n'était pas nombreux à dire ça. Aujourd'hui, la situation n'est plus tout à fait la même. Il y a des garants de la science qui commencent à le dire. Voilà, donc c'est pas totalement rien. Alors, quelques éléments complémentaires. La courbe de croissance typique d'un arbre, donc là vous avez les années, bon là ça va jusqu'à 100, il s'agit du chêne de Pennsylvanie, mais c'est une allure typique pour toutes les essences. Et là vous avez le volume de bois de la partie aérienne. Ben, quand c'est des feuillus, les 20 premières années, ça capte quasiment rien, en plus. Donc ça veut dire que quand vous avez coupé du bois, la compensation qui va se faire, vous allez replanter, mais la compensation qui va se faire derrière sur la même parcelle récoltée, et 20 ans, ça nous amène en 2050, là où on devrait être à la neutralité carbone. Donc ça, c'est le choix, c'est ce qui fait que ça a justifié qu'on fasse une évaluation à 20 ans après la mise en service d'une installation. Voilà. Donc vous verrez quelques modifications. Puis après, ça prend une allure de croisière, là l'arbre grossit parce qu'il a beaucoup de feuillage, et le volume de feuillage ne change plus tellement. Et puis après, il va arriver vers sa phase de sénescence, c'est-à-dire qu'il va plafonner, et puis un jour, il va mourir. Donc les feuillus, ben, c'est à peu près 100 ans. Donc la vitesse de reconstitution du stock de carbone, pour les feuillus à 20 ans, c'est moins de 10%, et pour les résineux, c'est 25%. C'est vraiment, c'est ça l'ordre de grandeur. Alors là, je parle de grands arbres, qui ont le temps de... Je ne parle pas tout à fait de taille. Pardon. Si j'appuie sur une flèche, voilà. Alors, eh bien, l'empreinte carbone, combien il reste? 10 minutes. 10 minutes, on va sauter un certain nombre de choses après. Alors, l'empreinte, c'est le plus important pour ce qui est du biokérosène. L'évolution typique de l'empreinte carbone d'un usage bois-énergie, c'est vous coupez, donc vous émettez tout de suite la partie aérienne. Il faut quelques années pour qu'une partie du carbone qui était dans le sol, dans les litières, se décompose et parte aussi dans l'atmosphère. Et comme au début, vous replantez tout de suite, mais comme au début on capte pratiquement pas de carbone, en gros l'empreinte carbone de l'abattage de bois, elle est maximale aux alentours de 20 ans, c'est en plus, donc d'où ça tombe bien, c'est les calculs qu'on a décidé de faire. L'horizon auquel on regarde, c'est 20 ans après la mise en service. Ok, 80 ans, 100 ans après, on aura compensé le carbone, mais le problème c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre. Bon, ça c'est l'empreinte carbone. Si vous brûlez le bois d'une façon ou d'une autre, que ce soit directement ou par du biokérosène, ça c'est l'empreinte carbone si vous stockez la partie aérienne. Vous faites du bois, vous le stockez durablement, soit dans de la construction de bois, soit carrément vous l'arrosez pour qu'il ne brûle pas, enfin, etc. Donc effectivement, à ce moment-là, vous compensez beaucoup plus vite. Mais pas tout de suite non plus, quoi, malheureusement. C'est quoi l'échelle du temps? Alors je ne l'ai pas mise parce que ça dépend des... C'était une échelle pour des feuillus, le graphe dont je l'ai sorti, ça allait jusqu'à 300 ans, mais bon, il y a des arbres, ça va être 80 ans, et d'autres, ça va être 120, 150, 300, c'est le chêne, c'est le hêtre, c'est des trucs très particuliers. Il y a beaucoup de bois qui se reconstituent un peu plus vite que ça, mais c'est toujours au minimum à plusieurs décennies. Bon, alors le règlement RED. Alors que dit le GIEC? Bon, je vais accélérer, désolé. Le GIEC, il dit, pour éviter toute double comptabilité, les émissions provenant de CO2 doivent être, provenant de la combustion de biomasse, doivent être comptées comme étant la variation estimée des stocks de carbone. On revient sur la séquestration carbone dont je vous ai parlé. Alors le GIEC appelle ça le secteur affolu. Donc ça veut dire qu'il faut regarder en prélevant de combien on fait varier le stock de carbone dans la partie aérienne, dans le sol. Donc un petit rajout. Et c'est ce qu'ils disent. Et puis après, on avait, alors ça c'est un verbatim du cabinet Carbone 4, qui a été aussi créé par Jean Comici, qui est intervenu dans le comité de suivi éco, qui disait, bon, au-delà des normes comptables, alors je ne sais pas d'où ils sortent ça, hein, mais je ne l'ai pas trouvé dans le rapport du GIEC, mais j'ai peut-être pas bien cherché, pour qu'il n'y ait pas de report d'émissions dans le secteur affolu, il faut que la biomasse utilisée provienne d'un écosystème dans lequel la production de cette biosphère soit supérieure au prélèvement réalisé. Donc par exemple, ça veut dire, j'ai un projet éco
en France. Comme la forêt française, pour l'instant, elle est en croissance au-delà de ce que va consommer ECO, je compte 0. C'est vachement bien, c'est pratique. Enfin, mais bon, on va voir les conséquences de logique. Alors, on a analysé en détail le règlement RED. Bon, ben, sur les émissions de la biomasse, bon, ben là, c'est pas compliqué, il n'y a pas de double comptabilité, il n'y en a pas. Il y a 0 comptabilité, donc tout va bien. Alors, parmi les critiques qu'on peut faire, donc cette notion de biosphère n'est pas définie. Est-ce que c'est uniquement les parcelles exploitées? Est-ce que c'est l'ensemble de la région où se situent les parcelles exploitées? C'est ce que je vous ai dit. Donc nous, on a choisi de regarder ce qui se passait avec les parcelles exploitées. On veut quand même être un petit peu moins sévère que le GIEC. On va tenir compte, on va affecter ce qui repousse sur les parcelles exploitées, on va l'affecter aux besoins d'éco. Déjà, on est plutôt gentil en faisant ça. On va diminuer la pénalité. Bon, puis on a un problème de logique si on utilise la deuxième définition, c'est-à-dire l'ensemble de la région où se situent les parcelles exploitées. Par exemple, aujourd'hui, ce raisonnement permet de lancer éco. Il n'y a pas de problème, ça compte 0, donc on va décarboner à plus de 70%, mais la forêt française elle va devenir émettrice nette avant 2050. Donc ça veut dire qu'en 2050, le report à FOLUI devient impératif, donc ça veut dire que d'un seul coup, éco ne décarbone plus. C'est absurde. Un taux de décarbonation, ça doit être intrinsèque, ça ne dépend pas d'un paramètre qui n'a rien à voir. C'est pas possible. Donc c'est physiquement incohérent ce raisonnement. Donc c'est un autre argument pour dire que RED, c'est une catastrophe en l'état. Dernier point, il y a une release qui est sortie en 2023, RED 3, qui ne change rien à tout ça, mais qui introduit une notion de cascade de biomasse, et donc elle définit des ordres de priorité des usages. Et là, il y a six niveaux dans la cascade. La dernière, c'est l'élimination pure et simple. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'élimination, on crame le bois de toute façon, enfin, etc. Mais la bioénergie arrive en 5e position. Et donc ça renforce la probabilité par conflit d'usage de rajouter des prélèvements supplémentaires, parce que tous ceux-là qui sont prioritaires dans la cascade, ils vont s'appuyer là-dessus pour ne pas lâcher. Ils vont continuer leur activité. On a besoin de bois pour les charpentes, on ne va pas arrêter pour la construction de bois, etc. On va continuer. Donc ça renforce la crédibilité de notre hypothèse générale d'augmentation des prélèvements. Alors, on est allé jusqu'à développer un outil de calcul sur les émissions du procédé. Donc on trouve la logistique bois, l'électrolyseur, la capture de CO2 pour notre usine, la phase Fischer-Tropsch, le fonctionnement interne, la compression de l'oxygène, parce qu'à un moment donné on a besoin de ça. Il y a la logistique kérosène pour distribuer ce kérosène. Je ne détaille pas les hypothèses. Avec le facteur d'émission 2023, on arrive à 153 000 tonnes de CO2 équivalent par an. Et on peut déduire des revendications d'émissions évitées et du facteur d'émission du kéro cumulé avec le NAFTA. Il faut prendre en compte tous les coproduits utilisables. Et l'industriel, on arrive au fait que ces émissions procédées sont de 161 000 tonnes. Donc en fait, on est tout à fait cohérent, voire même on est légèrement en dessous. Et si on prend le facteur d'émission de 2050, en supposant que tous les programmes d'éolien, solaire, nucléaire, de remplacement nucléaire se font, on serait à 102 000 tonnes. On voit qu'on est un peu en dessous, mais on n'est pas à la recherche d'une précision absolue, c'est pour avoir les ordres de grandeur. Voilà. Donc tout ça fait que l'industriel n'a pas raconté de salade. Alors, comment on a fait pour calculer la prise en compte de la repousse? Ben, vous avez l'exemple des taillis. Un taillis, typiquement, ça repousse en 20 ans. Voilà, c'est pour éviter une erreur de raisonnement qui consiste à dire, mais puisque les taillis, ça repousse en 20 ans, on a tout... à 20 ans après la mise en service, on a tout compensé. Non, c'est vrai pour la première partielle. Ça, c'est le taux de reconstitution. Donc, effectivement, la première parcelle récoltée la première année, à 20 ans, elle est reconstituée, mais la dernière, elle vient d'être coupée, elle n'est pas du tout reconstituée. Donc en réalité, le taux réel de reconstitution, il est, si on fait une hypothèse linéaire, parce que ça permet de faire un calcul simple avec des sigma, c'est très simple, on arrive à un taux de reconstitution de 50%, de compensation de 50%. En réalité, les taillis font comme tout le reste, ils ont une courbe qui est celle-là, donc la valeur moyenne, elle est plutôt en dessous de 40%. Et pour des arbres matures qui auraient été abattus, on est gentil, on a pris un taux de reconstitution de 25% qui est ceux des résineux. Et on a fait le même calcul en faisant, nous, une hypothèse de linéarité. Voilà. Et quand on fait ça, eh ben, première hypothèse, on regarde si on fait tout par abattage. On est toujours dans le cadre de notre hypothèse de base.
et on regarde le taux de décarbonation de Biotijet tout seul. On regarde maintenant unité par unité. Donc Élise Énergie, il dit j'ai économisé 309 000 tonnes de CO2. Si on abat des grands arbres, on n'a même pas le bon signe, du fait de l'empreinte carbone du bois, plus le relargage additionnel du compartiment du sol, nous on dit au contraire, ça carbone, par rapport à continuer à brûler du kérosène fossile, ça carbone de plus 400 000 tonnes. Et si on prend des taillis, la situation s'améliore, mais on carbone encore de 115 000 tonnes. Voilà. Donc c'est... Et en plus, on a vu que ce n'était pas cohérent de la SNBC, cette affaire. Alors, bien sûr, on peut nous dire, ben ouais, mais votre méthode elle est extrêmement pessimiste, vous faites tout pour montrer que c'est pas possible, enfin, vous torsiflez la réalité. Donc on a pris en compte le plan d'approvisionnement en bois, on a fait des scénarios, dont l'un est proche, enfin, c'est celui que Élise dit. C'est-à-dire, Élise dit, je vais utiliser une bonne partie de déchets bois. L'avantage d'utiliser des déchets bois, alors que ce soit du vieux bois, des vieilles charpentes qui sont foutues, ben, vous les mettez dans le réacteur. Les bois qui sont sciés, vous avez les sciures de bois, vous les prenez, vous les mettez dans un réacteur, enfin, etc. C'est que l'abattage, il a été compté au débit de notre déjà. Donc là, vous n'avez plus qu'à compter les émissions à la combustion et les pertes procédées de CO2. Donc effectivement, c'est plus favorable que notre situation, mais on va voir ce que ça donne. Alors c'est mieux. C'est mieux. Alors on a toujours fait abattage de grands arbres et taillis, mais on a considéré 25% du carbone est fourni par de l'abattage, 25% c'est du déchet bois, du bois de sciage, et 50% c'est du vieux bois. Bon, ces deux-là, c'est à peu près pareil. Et, bien entendu, pourquoi il faut compter les émissions à la combustion? Parce que, par exemple, le vieux bois, il a stocké du carbone pendant des décennies dans les charpentes. Le jour où on le brûle, ben, il vient se rajouter au stock existant. Le stock atmosphérique, il a déjà intégré lui-même le fait que ce carbone a été stocké. Donc c'est comme les arbres, il ne peut pas servir deux fois. C'est une arnaque de faire ça. Et donc, toujours pareil, 309 000 tonnes revendiquées par Élise Énergie. Je prends le cas le plus favorable, celui où les 25% c'est du taillis. C'est le seul cas qui dit que ça décarbone un peu, 16 000 tonnes, comparé à 309 000. Donc de toute façon, certes le règlement RED en comptant zéro systématiquement, il permet d'arriver aux 70%, mais c'est totalement fictif. On n'atteindra pas, en réalité, on n'atteint pas les taux de 70%. Conclusion, bon ben, voilà. Donc, Biotijet, il va émettre plus de CO2 à horizon 20 ans plutôt que de continuer à utiliser du kéro fossile. Ça va aggraver temporairement le problème et on n'a pas besoin de ça. Bon, certes, à 60, 80 ans, un siècle, ça sera mieux, mais bon, on n'a pas le temps. D'autre part, le plan d'approvisionnement éco, pour vous dire comme c'est simple, aujourd'hui, non seulement les filières pour récupérer la cire, pour récupérer les déchets agricoles, etc., elle n'est pas en place, ça n'existe pas. Donc pendant au moins les 3 premières années, ils vont s'approvisionner en bois au Portugal et en Espagne, dans la péninsule ibérique. Sachant que les malheureux ils viennent de perdre 500 000 hectares de forêt cette année avec les incendies. Voilà, donc ils appellent ça pour ne pas mettre les filières en tension, il n'y en a pas. Donc ils ont des vraies difficultés, donc dans un premier temps, c'est sûr qu'ils vont abattre massivement pour s'approvisionner. Alors après, on a calculé le taux de décarbonation de MLAC. Pardon, je vais accélérer. Là, on retrouve tout à fait les émissions procédées, parce que les émissions procédées, les émissions procédées, oui, on trouve 37 000 tonnes avec le mix électrique 2023 pour des émissions procédées de 44 000 tonnes. Donc là encore, on les sous-estime légèrement, mais ça décarbone réellement, c'est-à-dire que le e-méthanol, ça décarbone à 77% avec ce mix électrique, et c'est mieux en 2050. Voilà. Alors, ce qui est donc nous, en comité de suivi, on a dit à Élise, nous, on pense qu'il ne faut absolument pas faire le e-biokérosène, par contre, il faudrait faire du e-kérosène. Mais bon, le train sur les rails, je ne sais pas comment on va l'arrêter, hein, ça c'est autre chose. Voilà. Et en plus, ce qui est vraiment dommage, c'est que la cible de production sur le e-méthanol, elle est passée de 200 000 tonnes à 88 000 tonnes. C'est dommage. Le truc qui décarbonait vraiment, ils l'ont rabattu des 2 tiers. Alors après, on a dit, ben, on va regarder les émissions procédées en faisant du e-kérosène avec de la captation de CO2 et Fischer-Tropsch, puisque c'est notre base de référence aujourd'hui. Et on arrive à avoir des émissions procédées
qui sont... alors, on a une consommation électrique supérieure à celle déduite du rapport de l'Académie des technologies, puisque à l'échelle éco, il aurait fallu une consommation électrique de 3200 gigawattheures par an, avec le rationnel donné dans l'Académie des technologies, et là on est à 4000. Et ça vient du fait que Élise a volontairement augmenté la quantité d'hydrogène par rapport à ce qui était initialement prévu. Alors, parce qu'ils veulent augmenter la production de Ikero à tout prix. Maintenant, avec les 87 000 tonnes, ils sont à 1,5% de la consommation au lieu de 1,3%. Okay. Ça prouve aussi que la filière, globalement, est loin d'être mature. Enfin, c'est pour avoir des évolutions pareilles. Mais disons que ça donne l'ordre de grandeur. Alors, en 2023, avec les revendications, je pense qu'ils étaient plus près des hypothèses de l'Académie de technologie. Alors là, on était très très proche de ce que disait l'Académie de technologie. Alors, l'évolution des taux de CO2, l'évolution des taux de décarbonation, donc avec captage de CO2. Donc avec nos calculs à nous, donc on est à 70% sur Fischer-Tropsch, sur le e-kérosène, on est à 70% de taux de décarbonation avec le mix électrique d'aujourd'hui. En 2050, on serait à 82%. Donc ça décarbone. Voilà. Mais bon, il y a les émissions des solvants qui sont, pour fabriquer les solvants, les filtres amines, qui est la technologie disponible aujourd'hui, on n'a pas pris ça en compte. Il y a des problèmes de risque majeurs, vieillissement des solvants, les pollutions associées, c'est pas là-dedans, c'est juste un calcul de décarbonation. Donc ce n'est qu'une partie du problème. Et si on capte le CO2 avec de la DAC, le taux de décarbonation d'aujourd'hui serait de 53% et serait de 72% en 2050. Sauf que la consommation électrique pour passer, par rapport à la CCU, c'est 4 fois plus. Parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui disponibles, il faut une multitude de ventilateurs, mais des gros ventilateurs, hein, des trucs comme ça, pour faire circuler l'air au contact des filtres. Donc, ça, même en faisant des hypothèses raisonnables sur les taux de compression, les rendements de ces ventilateurs, ben, ça multiplie par 4 la consommation électrique. Donc, c'est uniquement lié à la différence de concentration, de volume d'air à faire circuler au contact des filtres. Bon, après, moi, je vois un premier risque, c'est le risque lié au nombre de ventilateurs. Est-ce qu'on va avoir assez de ressources matériaux pour faire ça? J'en sais rien, c'est une interrogation. Bon, ça je passe, c'est la consommation électrique unitaire. Quelque part, c'est l'efficacité énergétique globale. Et donc, pour faire simple, on serait aux alentours de 35% avec de la CCS, c'est-à-dire du captage de CO2 sorti d'installations industrielles, et de 22% avec la DAC. Voilà. Et encore, ça, c'est à condition d'avoir la phase Fischer-Tropsch, ça génère beaucoup de chaleur, et la syngas, ça absorbe beaucoup. Donc il y a un problème de management thermique là qui est essentiel. On peut très vite dégrader ces chiffres-là si le management n'est pas bon. Mais là, je ne suis pas en mesure de savoir ce que fait l'industriel. Bon, donc, les calculs de décarbonation, ils montrent que, ils confirment aussi que le procédé ne peut pas être généralisé et ne doit pas être mis en œuvre. Donc, seul le e-kérosène permet un taux de décarbonation réel et important, mais bon, ça pose des questions après sur les ressources disponibles pour le faire. Le TRL est limité, parce qu'il y a plusieurs voies qui sont en cours d'étude. Donc, il y a deux principales, qui sont le méthanol to jet. Donc, première étape, on fait comme EMLAC, on fabrique du méthanol. Puis après, on change de catalyseur, on en met un autre, d'autres conditions d'opération, et on génère des chaînes carbonées, puis on les raffine. Et il y a la voie Fischer-Tropsch dont on a parlé. Bon, la phase syngas, pour casser les molécules de CO2, dans le cas où on utilise Fischer-Tropsch, il y a plusieurs technos concurrentes, on ne sait pas laquelle va émerger. C'est la deuxième, la Fischer-Tropsch. Quelques conclusions générales. Quand on regarde l'augmentation d'énergie si on faisait que du e-kérosène, puisque l'autre ne décarbone pas dans les horizons qui vont bien, avec de la CCU, on l'augmenterait entre 60 et 70% par rapport à la consommation 2023 avec de la CCU, rien que pour les besoins de l'aéronautique. Et avec de la DAC, on serait aux alentours de plus 100%. Alors, RTE a déjà revu à la hausse ses scénarios de production pour 2035. Ils avaient fait une étude en 2021. Ils ont déjà revu pour 2035 à la hausse. Parce qu'ils n'avaient pas anticipé sur cette histoire de refuel EU. Ça n'avait pas été pris en compte tel quel. Alors ça, c'est un challenge considérable. Parce que c'est un besoin qui va se cumuler à l'électrification généralisée des usages. Il y en a d'autres qui vont vouloir utiliser l'électricité. Pour l'instant, la consommation d'électricité, elle stagne. Parce qu'on s'équipe de pompes à chaleur, parce que la substitution des véhicules thermiques par des véhicules électriques ne se fait pas au rythme prévu. Donc la consommation stagne, mais inexorablement, elle va augmenter. Voilà, donc, et ça, autant vous dire que l'augmentation de 100% rien que pour l'aéronautique, c'est pas tenable en tant que tel. J'avais lu, alors, effectivement, c'était l'étude de l'Académie des sciences. Il me
me semble qu'il y avait une projection qui montrait que c'était de l'ordre d'une quinzaine de tranches nucléaires pour pouvoir faire à l'horizon 2050 l'ensemble des fuels nécessaires pour la partie française. Oui. Et deuxième étude que j'ai eue il y a 2 ans, c'était la compagnie allemande aérienne Lufthansa, qui montrait que si elle devait mettre toute sa flotte au SAF, ou ISAF, c'était l'équivalent de la moitié de l'électricité allemande. Donc on voit bien que ça ne boucle pas non plus d'un point de vue énergétique. Et là, on est dans une hypothèse où c'est que 35%. Moi, j'ai pris 70%. Déjà, je double les chiffres avec ça. Puisqu'il y en a une, à notre avis, il ne faut pas le faire. Donc là, après, le dernier, c'est la dernière planche que je vais présenter, mais c'est extrait du rapport du chiffre, la décarbonation du transport aérien est-elle possible en 2050 ? Vous avez ici les mégatonnes de CO2 émis par le transport aérien. Vous avez ici les années jusqu'en 2050. Donc, on retrouve la courbe de base, c'est si on ne fait rien. On a les avions d'aujourd'hui et c'est toujours les mêmes qui restent, le même niveau technologique. La croissance du trafic, ça fait x2,5, donc on arrive à 2000 tonnes, on arrive à 2500 tonnes, sachant que la cible, c'est 250 tonnes, si on veut décarboner le transport aérien. Bon, après, donc, on a les améliorations technologiques en cours, c'est RISE, c'est ce genre de choses. Bon, si on gagne 15% avec RISE à la fin, ce sera déjà très bien. Après, on va optimiser les taux de remplissage, on va améliorer les opérations, le roulage électrique, etc. Mais, donc voilà, c'est schématique ce truc-là, mais vous avez, la consommation va descendre, les émissions vont descendre de là à là. Après, si vous substituez les carburants alternatifs, vous arrivez à cette courbe-là. Bon. Ça ne suffit pas, puisqu'on est toujours à peu près au même niveau de maintenant. Donc la seule chose dont on peut être sûr, c'est que s'il n'y a pas une modération de la croissance par rapport aux prévisions, c'est tordu, hein, on ne parle pas de... S'il n'y a pas une modération de cette croissance-là, d'un facteur 3 à 4, hein, c'est de ça dont il s'agit, on n'y arrivera pas, on ne décarbonera pas le transport aérien en 2050. Donc, moi ça veut dire que aujourd'hui, je suis sûr que c'est un impensé au niveau de Safran. Ils sont toujours calés sur les prévisions de livraison de moteurs, etc. Je pense. Enfin, en tout cas, Airbus est toujours à fond là-dessus. Il faudrait se préparer à ça. C'est ça qui va me... Parce que ce raisonnement-là, il va s'imposer de plus en plus au fur et à mesure que les années vont passer, que le changement climatique va s'accentuer, etc. Il n'y a pas de miracle. C'est prévisible dès aujourd'hui. Donc ce serait bien d'arriver à intégrer ça dans la réflexion prospective sur à quoi va ressembler Safran en 2050. Il va peut-être falloir y réfléchir. Voilà. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette phrase de conclusion. Et vu l'heure, je vous propose que si vous avez des questions, vous me les faites passer. Je suis désolé, j'étais trop long, mais bon, c'est... Non, mais tout a été présenté, mais il y a certainement des questions. Mais pour pas frustrer les gens, vous pouvez me les poser, je les fais passer, et puis comme ça on Je s'alimente. vous renvoie les réponses et il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.